Oui, donc ce qu'il y a au programme aujourd'hui, c'est une approche un peu plus, disons, pratique de ces auto-encodeurs variationnels dont on a exploré euh, les aspects plus théoriques la semaine dernière. Donc, il y avait des distributions de différentes natures et l'objectif, c'était de prendre une donnée en entrée, donc une donnée qu'on pouvait appeler X. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a des questions, là, on est dans un format qui est un petit peu différent, mais vous pouvez toujours m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. Donc, si on a une donnée en entrée X, l'idée, c'est de donc l'encoder, donc c'est de lui attribuer une valeur Z qui est un code, un ensemble de variables latentes, et par la suite de pouvoir partir de ce Z-là et décoder finalement et obtenir une sortie qu'on peut appeler Y, qui serait idéalement le plus près possible de l'entrée X. Okay? Et ce faisant, on structure un espace de code qui, donc, idéalement, va représenter le mieux possible l'ensemble des données de départ qu'on considère ou la classe des données qu'on veut encoder. De sorte que si j'échantillonne ailleurs, je vais créer quelque chose de nouveau. Donc, une capacité génératrice à ces auto-encodeurs variationnels-là, puisque si je prends un autre code, je vais, par exemple, créer une sortie qui n'est pas exactement celle que j'avais en entrée. Donc, même d'un point de vue théorique. Et donc, c'est la partie, par exemple, si vous avez réussi à très, très bien encoder les variables latentes qui décrivent les chiens, dans l'exemple qu'on avait la semaine dernière, mais si vous échantillonnez là aussi, donc à partir de la distribution P de Z, bien, vous allez être capable de générer, dans un point de vue encore une fois théorique, une image d'un chien qui correspond au code que vous avez choisi. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, comment ça fonctionne vraiment en pratique? C'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Donc, c'est la section 8.6. Section 8.6 qui s'intitule Auto-encodeur variationnel, implémentation, donc AEV, donc implémentation. OK. Donc, pour bien rendre ça concret, je pense qu'une bonne idée, c'est de construire un tel réseau avec la tâche la plus classique, celle qu'on étudiait beaucoup au début du cours MTI 880, c'est-à-dire la tâche associée à la banque de données MNIST, donc de classification de chiffres manuscrits. Donc, on va considérer un réseau AEV pour MNIST, c'est simplement la tâche de classification des chiffres manuscrits. Vous avez donc, par exemple, un set qui est écrit comme ça, et là, on veut fournir ça en entrée. Et ici, donc, qu'est-ce qui se passe concrètement si on a cette donnée d'entrée-là dans un contexte d'auto-encodeur variationnel? Donc, si je prends ce même set-là, par exemple, ici, je vais avoir, ça, je vais l'appeler XI, c'est ma donnée d'entrée. Évidemment, I, c'est pour dire que c'est un indice, donc il peut y en avoir évidemment, je ne sais pas, 10 000 ou 20 000 ou peu importe, mais donc ce sont tous des chiffres manuscrits, des images qui représentent des chiffres manuscrits. Donc, ensuite, on a une première couche d'entrée qu'on peut visualiser comme ceci. Okay, donc, on aurait ici quelle dimension? La dimension serait, évidemment, vous êtes habitué maintenant, la dimension, ce serait le nombre de pixels dans l'image. Donc, on aurait, par exemple, D1. Donc, D1 ici, c'est 784.
parce qu'on avait des images 28 par 28. Donc, on peut voir ça comme n au carré. Donc, ça, c'est standard. Ce qui ne l'est pas, c'est, disons, cette visualisation-là. On va prendre, on va imaginer ici. Donc, un tas de paramètres θ. Il y avait donc des distributions théoriques la semaine dernière et on les approximait. On ne les connaissait pas, ces distributions-là, mais on les approximait, donc Qθ et Pφ, par des distributions paramétrées, par une famille de distributions paramétrées. Donc, ça, c'était le contenu du cours de la semaine dernière. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tas de paramètres, donc, qui sont les paramètres de notre famille Qθ. Et donc, on va les appeler simplement θ. Et θi, puisqu'ils vont dépendre, en fait, ceux-là du choix de l'image d'entrée X. Donc, ça veut simplement dire qu'à quelque part, après avoir fourni cette image-là en entrée dans mon réseau, donc après avoir fourni une image XI en entrée dans mon réseau, à un moment donné, il va falloir que le réseau apprenne ces paramètres-là, θi. Et une fois qu'il les a, il va être capable de créer ce qu'on appelle l'espace latent. Donc, l'espace latent, on va le représenter ici. Donc, ça, c'est RD. C'est donc l'espace latent, c'est-à-dire l'espace des variables Z qui encodent donc les variables latentes de la tâche. Ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que les traits sont gras, ils sont moins gras, est-ce qu'il y a une boucle, il n'y a pas de boucle, il y a plein de choses qu'on pourrait considérer comme des variables latentes à notre tâche de classification de chiffres. Donc, à quoi ça ressemble cet espace latent-là? Bien, il y aurait évidemment donc la distribution ici Q θ de Z sachant XI. Donc, étant donné une donnée d'entrée XI, quels sont les codes qui sont les plus probables pour représenter cette donnée-là? Donc, on pourrait avoir dans cet espace-là cette distribution-là qui, on la suppose paramétrée comme une normale, donc il y a des paramètres multivariés. Donc, on a quelque chose comme ça ici. On imagine que, étant donné donc le réseau, idéalement, lorsqu'on lui fournit ça, va être capable d'avoir une distribution associée Qθ de Z sachant XI qui nous dit, bien, c'est plus probable que ces codes-là représentent l'image ici que ces codes-là, par exemple, ceux qui sont éloignés. Ça va pour ça, jusqu'à maintenant? Oui. Donc, ensuite, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on va échantillonner. Donc, une fois qu'on a une distribution ici, on va échantillonner. Donc, ZI, c'est-à-dire un Z à partir de cette distribution-là. Donc, on échantillonne ici à partir de la distribution Qθ de Z sachant XI. Et ça nous fait une sortie. Ça nous fait un vecteur qui a D composantes. Donc, un vecteur à D composantes qu'on va fournir donc en entrée à la partie décodeur. Donc, ça, c'est la partie encodeur et ça va être la partie décodeur de notre réseau. Donc, on fournit XI ici. Donc, quand je dis on échantillonne, ça veut dire que, par exemple, ce serait plus probable que XI soit dans ce coin-ci qu'il soit pris ici. Ce n'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Okay? Donc, parce qu'on a construit une distribution. Et donc, on obtient cette affaire-là. Et ce qu'on va vouloir créer à partir donc,
de ce ZI-là. Donc, c'est le code qui a été échantillonné, qui est associé à la donnée d'entrée, une donnée d'entrée en particulier. On va vouloir générer une autre famille de paramètres. Hein, on avait donc deux distributions paramétrées, deux familles de distributions paramétrées. On avait Qθ de Z de sachant XI qu'on vient de voir là. Et là, on va avoir, donc, on devra créer la banque de paramètres phi. Ici, on va la décrire ici. Donc, à partir de ce code-là, on va vouloir, il peut y avoir plein de couches intermédiaires, mais on va vouloir finir par trouver la valeur de, donc, de phi i, c'est-à-dire les paramètres associés à la donnée i, donc phi i. Donc, ici, on a quoi? Le z, la dimension ici, ben, c'est RD, hein, parce qu'on a l'espace latent, c'est RD qu'on a choisi comme, comme taille. Et ici, phi i, ben, ce vecteur-là, phi i, il appartient à R exposant 784. Ça va nous prendre, bien comprendre, notre but, c'est de faire quoi? Donc, notre but, c'est de pouvoir régénérer une image à la sortie. Notre but, c'est de pouvoir, à la sortie du réseau, donc prendre une image, disons, vierge, donc ici, c'est une image qui serait 28 par 28, et de générer quelque chose dans cette image-là. Donc là, on va avoir, notre objectif, c'est qu'à la sortie de la partie décodage, bien, on ait 780 paramètres de Bernoulli, 784. Donc, au fond, le premier, imaginez qu'ici, le vecteur phi i, c'est un vecteur qui contient 784 composantes et chacune des composantes, c'est un nombre entre 0 et 1 qu'on voit comme un paramètre de Bernoulli qui nous dit la probabilité que le pixel correspondant soit noir ou blanc. Okay? Donc, je vais l'écrire ici. Donc, phi i. En fait, là, je vais appeler ce vecteur-là, je vais retirer la dépendance explicite à la donnée d'entrée. Ça va être un peu plus facile de travailler les composantes. Donc, ici, on a un vecteur θ qui représente toutes les données. Le vecteur de paramètres ici, θ, il représente tous les paramètres qu'on a besoin pour avoir notre distribution multivariée dans l'espace latent, donc Qθ de Z sachant xi. Et phi ici, c'est un vecteur donc dans R784, et je vais l'écrire ici, phi i. C'est un paramètre de Bernoulli. Et donc, c'est phi i, c'est égal à la probabilité, donc nous donne la probabilité que le ième pixel de l'image de sortie est noir. Okay. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Et je vais juste rajouter ici que quand j'écris ce symbole-là ici, ça veut dire qu'on échantillonne. Donc, ça veut dire échantillonnage.
Donc, la partie décodeur du réseau, celle qui est à partir d'ici, ben, son but, ça va être d'apprendre un vecteur de paramètres phi qui nous donne la distribution p phi de x sachant z. Okay? Et cette distribution-là, pourquoi on l'appelait donc, nous, p phi de x sachant z? C'est la probabilité de générer une certaine image. Donc, quand tu connais les paramètres phi, tu connais la probabilité de générer une certaine image à partir d'un certain code. Donc, ici, évidemment, phi dépend de z, tout comme θ ici dépend de x. Okay? Donc, quelle est la probabilité de générer une certaine image à partir d'un code? Bien, comment on fait ça? Il y a un vecteur de 784 composantes. Chacune des composantes, c'est une probabilité qui nous dit, donc, tel pixel, donc, est-ce que c'est plus probable qu'il soit blanc ou noir? Donc, on peut échantillonner à partir de ça. Comment on fait? On prend notre premier pixel ici. Donc, on prend notre premier pixel. Et là, on va aller piger, on va dire, ah, pour mon premier pixel, disons que phi 1, c'est 0,5. J'ai une chance sur 2 qu'il soit noir. Là, je lance mon 25 cents et je regarde le résultat. Après ça, je fais la même affaire. Peut-être que mon deuxième pixel, il y a 0,9 il y a 90 de chance d'être noir. Ça me donne ceci. Le troisième, il y a 0,1 de chance d'être noir, donc il va être presque certainement blanc, et ainsi de suite. Et donc, on peut échantillonner à partir de ces paramètres-là et créer une image. Idéalement, il faudrait apprendre à ces paramètres-là à créer l'image qui ressemble à l'image d'entrée. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, la génération. Donc là, je vais récapituler, puisque là, on comprend vraiment comment ça peut fonctionner, le modèle au complet. Notre but, c'est l'auto-encodage et apprendre surtout les distributions qui décrivent l'espace des variables latentes. Donc, j'imagine que je donne en entrée ce nombre-là. Donc, c'est une image qui contient un chiffre manuscrit. Comme d'habitude, je vais aplatir l'image et obtenir une couche d'entrée qui a 784 pixels. On est dans la partie décodeur. Donc, ici, c'est la partie encodeur. Donc, ça ici, c'est la partie encodage. Bien, son objectif de la partie encodage, c'est d'arriver à apprendre efficacement un tas de paramètres θ qui vont me permettre de décrire une distribution Qθ de z sachant xi sur l'espace latent. Donc, si vous imaginez que ce sont des moyennes et des variances dans toutes les dimensions de l'espace latent, et lorsque vous avez des moyennes et des variances pour les d dimensions de l'espace latent, vous pouvez avoir une distribution comme ça. Maintenant, si tout s'est bien passé, vous avez une distribution ici qui représente correctement l'image, les variables latentes associées à cette image-là. Par exemple, peut-être que ici, le spike, ça veut dire que ça représente l'idée que il y a 3 traits ou ainsi de suite. C'est peut-être plus dur de voir les variables latentes dans le contexte de l'apprentissage, de la classification d'images, mais c'est néanmoins l'objectif. La partie décodage, c'est la suivante. On va échantillonner un Z ici. Donc, on va prendre un Z qui est selon la distribution qu'on a apprise. À partir de ce Z-là, c'est la couche d'entrée de la partie décodeur. Et l'objectif du décodeur, c'est d'apprendre un vecteur de paramètres phi qui va nous permettre, lui, de générer une image. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Si on a une image qui est 28 par 28, on va avoir des blancs avec des pixels blancs ou noirs. On va avoir notre vecteur phi, c'est 784 paramètres de Bernoulli, chacun nous dictant la probabilité que le pixel correspondant soit blanc ou noir. Et donc, lorsqu'on a appris ce vecteur-là, on peut échantillonner. On n'aura pas toujours le même. De la même manière que si vous lancez une pièce de monnaie, vous n'aurez pas toujours pile ou face. Mais typiquement, vous allez avoir quelque chose qui devrait se ressembler si les paramètres de Bernoulli sont forts. Est-ce que le fonctionnement du réseau, donc, est-ce que c'est clair, ça? Oui, très clair. Ça va? Donc, j'espère que ça connecte bien avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Évidemment, là, on va dire sur quoi on veut apprendre. Mais on veut faire apprendre au réseau
les choses les plus importantes, c'est évidemment θ et phi. Donc, on imagine que θ et phi vont être une fonction des poids et des biais du réseau et que c'est là-dessus qu'on va vouloir faire l'apprentissage. Donc, on poursuit un petit Le peu. modèle, il est non déterministe, right? C'est non déterministe, puisque lorsque je fournis la même donnée en entrée, la partie ici va échantillonner un Z dans l'espace latent et ensuite, on échantillonne aussi à partir de la distribution, donc P phi de X sachant Z. Donc, Okay, c'est non deux fois. déterministe. C'est ça. Mais idéalement, on voudrait avoir donc, un encodage qui est tellement bien fait et aussi une famille ici de donc un vecteur phi de paramètres pour notre distribution P de P phi qui fait en sorte que ce qui sort ici est très, très près de ce qu'on a donné en entrée. Parce que si ça marche, après ça, tu peux juste couper la partie encodeur, choisir des Z, te promener dans la distribution de l'espace latent et aller dans les directions que tu veux. Si tu veux, par exemple, des chiffres qui sont écrits en plus gros, peut-être que tu peux aller dans la dimension qui correspond à la grosseur du trait et tu vas générer des nouveaux chiffres manuscrits qui n'ont jamais été, qui ne faisaient pas partie de ton ensemble de données de départ. Est-ce que cette partie-là est claire? Donc, si tout ce modèle-là fonctionne bien, ça veut dire qu'à la fin, tu peux aller échantillonner avec la flexibilité que tu veux dans ton espace latent qui représente bien donc, les variables qui décrivent les données que tu considères dans ton réseau. Tu vas échantillonner ici et tu vas pouvoir à chaque fois générer des nouvelles images par ce processus-là. Et donc, tu peux créer des nouvelles images. Donc, une partie génératrice dans ces réseaux-là aussi, quand ils fonctionnent bien. C'est bon? Donc, remarquez qu'on a deux distributions sur l'espace latent. Donc, on a deux distributions sur l'espace latent. Je vais recopier l'espace latent, celui qui est au centre donc de notre réseau. Donc, c'est RD, hein, cet espace-là latent. On dit qu'il y a des composantes au vecteur, des variables latentes. Donc, il y en a une première. Donc, on va imaginer ici. Et on peut imaginer une deuxième qui est centrée quelque part ici. Évidemment, c'est donné complètement arbitraire ce que je choisis ici de faire, mais c'est pour illustrer que. Donc, la première, je vais l'écrire comme ça. Si je pointe ici, ça, c'est le vecteur Z de variable latente le plus susceptible d'encoder XI. Donc là, je parle de ce point-là. Donc, cette première distribution-là, que je vais peut-être surligner en orange. Oups, comme ça ici. Juste encadrer ici. Donc, cette première distribution-là, celle qui est en orange,
qui est sur l'espace latent, ben, elle est centrée dans un point Z qui représente finalement le code le plus susceptible. Donc, le point, le vecteur de variable latente le plus susceptible d'encoder l'image en question, l'image d'entrée en question. Donc, avec les exemples de la semaine dernière, ce serait, par exemple, si l'image d'entrée était un chihuahua, pour y revenir, ben, Z serait, par exemple, le vecteur qui, si la première variable latente, c'était, par exemple, la taille, donc on aurait, c'est petit. Après ça, pour les oreilles pointues, ce serait oui. Après ça, pour, non, je caricature un petit peu, là, mais c'est ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette distribution-là. La seconde distribution, donc on a un autre point ici. Donc, elle est centrée ailleurs, cette distribution-là. Probablement ailleurs. Donc, ici, on a quoi? On a donc, le vecteur, c'est plutôt le vecteur, Z de variable latente le plus susceptible de générer Xi. On vient de discuter de ça. Il y a aussi, et ce n'est pas nécessairement le même point. En fait, ce n'est certainement pas le même point au départ. Quand je commence les premières itérations dans un auto-encodeur variationnel, ce qui risque de sortir au début, c'est probablement extrêmement éloigné de ce qu'on avait. Et donc, il aurait fallu choisir avec les premiers choix de paramètres phi un autre code pour générer ce qu'on veut. Donc, comment on peut illustrer? Je vais prendre une autre couleur ici. Et là, on va pouvoir connecter ces deux distributions-là à ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, si je prends donc, cette couleur-ci, ça, c'est ce qu'on appelait plutôt la distribution de vraisemblance approximative. Donc, c'est une distribution approximative de vraisemblance. Peut-être qu'on va plutôt dire distribution de vraisemblance approximative. Donc, c'est la terminologie ceux qui ont bien le cours de la semaine dernière en tête, ça devrait vous parler. On avait postulé l'existence d'une distribution de vraisemblance théorique, qu'on avait appelée donc P de X sachant Z. Et celle-là, étant incapable de la calculer directement, on l'avait approximée par une distribution paramétrée, une famille de distributions paramétrées qu'on avait appelée donc P. Donc, P indice phi de X sachant Z. Et donc, l'autre distribution, celle en orange, c'est la distribution postérieure approximative, selon la terminologie fixée la semaine dernière. Donc, distribution postérieure et ça, c'est quoi? C'est Q θ de Z sachant X. Donc, approximative parce que ces deux-là, on n'avait pas postulé leur existence théorique, mais on ne pouvait pas le savoir. Fait que ce qu'on s'est dit, ben, on va supposer qu'elles se sont, par exemple, dans le cas de Qθ, que ce sont des normales multivariées. Dans le cas de Pφ, dans notre exemple qu'on a choisi ici, c'est une famille de distributions générée par des paramètres de Bernoulli. Donc, mais dans tous les cas, on prend des distributions qu'on connaît, puis on s'en sert pour approximer des distributions théoriques inconnues.
OK? Et donc, la première, la postérieure, c'est étant donné une donnée d'entrée, les codes ils sont centrés où? Ils sont distribués comment? Tandis que la seconde, c'est étant donné donc un code, quelle est la probabilité de générer donc une image, une certaine image. Okay? Donc, la probabilité, voilà. Donc, d'avoir, ici, on imagine que XI est fixé. Donc, quelle est la probabilité de générer XI, sachant que, donc, on prend un Z, un certain Z. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va vouloir faire avec ces deux distributions-là? Quand est-ce que le réseau va bien fonctionner? Est-ce que quelqu'un a une idée? Donc, imaginez qu'il y a une grande distance entre ces deux-là, okay, entre celle qui est en orange et celle qui est en jaune. Ça veut dire que le vecteur, vous avez une image d'entrée fixe, 7, et là, le réseau dit, ah, ben, le vecteur Z le plus susceptible d'encoder 7, il est ici. Et donc, quand vous pigez dans le réseau, après, vous allez piger ici. Quand vous allez échantillonner ZI, vous allez piger quelque chose qui risque d'être dans ce coin-là. Mais les Z qui sont les plus susceptibles de générer XI, donc ce qu'on veut faire, au fond, s'auto-encoder, c'est ça, bien, ils sont loin, ils sont ici. Donc, si tu piges là, tu risques de faire quelque chose qui n'a rien à voir et de sortir avec une image qui n'a rien à voir avec ce que tu avais en entrée. Donc, je répète ma question. À votre avis, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ces deux distributions-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Essayer peut-être de les mettre l'une à la suite de l'autre. Donc, c'est ça. Ici, je vous donne un nombre en entrée ou une image qui représente un chiffre et la première partie, la partie encodage du réseau, elle va trouver un tas de paramètres θ qui vous permettent de parler de cette distribution-là ici, la distribution postérieure approximative. Elle va être centrée autour d'un vecteur Z qui est le vecteur de variable latente le plus susceptible d'encoder cette image-là en particulier. Pour la partie décodeur, donc, à partir de ça, on veut que le réseau réussisse à produire lui-même une image qui est idéalement le plus près possible de celle-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on échantillonne à partir d'ici. Donc, on va prendre un échantillonnage et on va échantillonner. Et si ces deux distributions-là sont loin, ce que je risque de prendre, c'est quelque chose qui est proche de ça. Mais si je suis proche de ça, je suis loin d'ici. Or, c'est cette distribution-là qui décrit la vraisemblance de générer l'image XI à partir d'un Z. Donc, pour être proche de générer XI, il faut que j'ai des codes qui ne sont pas loin ici. Donc, je répète, et peut-être les autres vont pouvoir répondre, qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec ces distributions-là pour espérer que ça marche? La sortie du premier encodeur fera l'entrée du deuxième, c'est ça? Il faut que les deux distributions soient proches. Il faut que celle qui est en orange soit presque superposée à celle qui est en jaune. Parce qu'il faut que le code qui représente XI, ce soit aussi le code qui permet de générer XI. Et donc là, je m'inquiète beaucoup puisque je pensais que ça allait être clair. Ça veut dire que ça ne l'est peut-être pas. Donc, j'aimerais ça peut-être prendre du temps pour préciser vos questions parce que c'est le cœur de l'affaire. OK. Fait que si, mettons, je comprends,
Le brun, c'est un peu plus lié à l'encodeur, puis Oui. le jaune, c'est plus lié au décodeur. Fait que même si l'encodeur est capable de générer un code qui se ramasse dans le brun, ça prend un code qui se ramasse dans le jaune pour pouvoir le décoder. Donc, si, encore une fois, donc je fournis en entrée une image, celle-là. Là, le réseau travaille ça, il réussit à prendre un tas de paramètres θ pour générer cette distribution-là, okay, qui est orange ou brun, dépendamment du choix. Okay? Ça veut dire que quand j'échantillonne selon cette distribution-là, je risque de trouver des valeurs de Z qui sont autour d'ici. Donc, ce sont les codes qui sont les plus susceptibles de représenter l'image que j'avais en entrée. C'est la partie encodeur. Donc, effectivement, c'est écrit encodé. Maintenant, quand on passe à la distribution en jaune, elle décrit les vecteurs. Donc, les vecteurs autour de ce point-là ici, ce sont ceux qui sont le plus susceptibles de… Donc, si je prends par exemple ce point-là, il risque de générer quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'avais au début. Tandis que si je prends quelque chose qui est ici, il va générer de quoi qui est vraiment loin de ce que j'avais au départ. Donc, si ces deux distributions-là sont éloignées l'une de l'autre, ça veut dire que le code… Donc, mon objectif, c'est de fournir une image en entrée, de l'encoder correctement et qu'à la sortie, j'ai quelque chose qui soit très, très près de ce que j'avais. De s'auto-encoder, c'est ça. Or, si je suis comme ça, le code qui est susceptible d'encoder mon image de départ, il est très loin des codes qui me permettent de la générer, cette image-là. Et donc, j'ai un problème. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Les autres? Oui, je crois. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de rapprocher ces distributions-là. Comment est-ce qu'on mesurait la distance entre les distributions? Ce n'est pas une distance à proprement parler, mais quand on avait deux distributions qu'on voulait rendre proches l'une de l'autre, ben, on utilisait, donc on a parlé d'entropie croisée puis de KL divergence. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour essayer de travailler cet aspect-là. Donc, c'est la section 8.7. Donc, section 8.7 sur la fonction d'erreur. Donc, c'est un réseau de neurones, ça nous prend une fonction d'erreur. Hein? Donc, une fonction de coût, si vous voulez. Donc, en anglais, ça va être loss function. Oups. Ça va le faire. Donc, on veut… Donc, finalement, ces distributions-là, elles dépendent de quoi? Ben, on veut les rendre proches l'une de l'autre. Donc, ceci dépend de θ et l'autre dépend de phi. Hein, donc, ça, c'est p phi et ça, c'est q θ. Donc, c'est θ qui détermine la position de ça et c'est phi qui détermine la position du jaune. Donc, on veut faire apprendre θ et phi qui dépend au réseau, donc qui dépendent des poids et des biais du réseau. Donc, des poids W et des biais du réseau.
Donc, on a deux objectifs. Donc, le premier objectif, c'est que, c'est ce qu'on vient de dire, et j'espère qu'il est clair maintenant, pour espérer que l'auto-encodeur fonctionne, il faut que le code associé à une image, ce soit aussi très, très près d'être le code qui permet de… Donc, le code qui décrit, qui encode une image, c'est aussi le code qui permet de générer cette image-là. Autrement dit, on voudrait que les distributions orange et jaune soient très, très près l'une sur l'autre, l'une de l'autre. Donc, autrement dit, que la première chose qu'on veut, c'est que Qθ de donc Z sachant XI et P phi de XI sachant Z soient proches. Donc, je vais mettre des guillemets autour de proches. Il faut évidemment définir ce qu'on veut dire par là. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est I. Oups. Et en deux, prévenir. Donc, on voudrait prévenir le clustering d'une distribution. Donc, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Donc, prévenir le clustering de Qθ. Donc, autrement dit, on voudrait éviter que la distribution des codes associés à une image soit déconnectée, qu'elle soit en morceaux, soit concentrée dans différents morceaux. Donc, si par exemple, je représente mon espace latent ici, donc, je ne voudrais pas qu'il y ait, par exemple, beaucoup de poids mis ici pour les deux qui sont faits comme ça, et disons les images de deux qui sont faits comme ça, et plus loin, de manière déconnectée, les deux qui sont faits comme ça. Je voudrais que tous les codes qui représentent les nombres 2 qui soient faits comme ça ou qui soient faits comme ça, je voudrais qu'ils soient proches. Okay? Donc, je voudrais idéalement qu'il n'y ait pas de séparation comme ça. Donc, on va expliquer un peu comment on fait ça après. Donc, on veut prévenir le clustering de la distribution des codes. Donc, ça, je vais écrire à éviter. Donc, ce qu'on va faire, bien, on va considérer, on va essayer de considérer une fonction de coût qui respecte ces deux ou qui travaille vers ces deux objectifs-là. Donc, on considère donc LI de θ et de phi. Donc, la fonction de coût associée à une entrée XI. Donc, on va la définir comme ça. LI de θ et de phi. Donc, pour bien illustrer qu'elle apprend en fonction de ces deux paramètres-là, deux vecteurs de paramètres. On peut imaginer que θ, dans notre exemple qu'on a depuis le début de ce cours-là aujourd'hui, θ, ce sont les moyennes et les variances de la normale Qθ
de l'encodeur. Et phi, ce sont les paramètres de Bernoulli. C'est le vecteur qui contient tous les paramètres de Bernoulli associés à chacun des pixels pour la partie qui va générer donc le décodeur de notre réseau. Donc, Li de θ et phi, on va la définir de la manière suivante, cette fonction-là. Donc, 2 points égales, on la définit. On a donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On voudrait que Qθ et Pφ soient proches. Donc, on va vouloir donc pénaliser quand ils sont… Donc, on voudrait que l'erreur soit grande quand ceux-là sont loin. Et donc, on peut mettre un terme qui considère l'entropie croisée entre les deux. Hein? Donc, l'entropie croisée par rapport à Qθ, donc de Z sachant xi et Pφ de xi sachant z. Donc, ça s'occupe de notre premier objectif et on va aussi pénaliser, donc on voudrait prévenir le clustering, donc on voudrait que la distribution Qθ soit, disons, normalement distribuée le plus possible. Donc, on va rajouter un terme qui pénalise quand la distribution Qθ, elle est loin d'une normale. Donc, on va prendre la KL divergence entre Qθ, donc par rapport à Qθ de Z sachant xi, et donc P de Z, qu'on avait supposé comme étant théoriquement, tous les codes sont normalement distribués. On avait dit ça, l'espace des codes en général, il est normalement distribué. C'est simplement une hypothèse théorique. Donc ça, c'est une normale centrée réduite. Donc, quand on écrit ça, donc je vais prendre une autre page. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le premier terme ici, il est grand quand Qθ et Pφ sont loin, quand les deux courbes ici sont éloignées l'une de l'autre. Hein, quand les deux densités ou les deux distributions sont très loin, on n'aime pas ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Ça va faire en sorte que l'entropie croisée ici va être grande et donc la fonction d'erreur va être grande. On veut pénaliser quand ceci n'est pas satisfait. Donc, ce premier terme-là, il s'occupe de notre critère, de notre objectif 1. Tandis que le deuxième terme, lui, il s'occupe d'éviter le clustering. Donc, il va pénaliser la normale centrée réduite. Elle n'en a pas des clusters. Donc, si j'ai une distribution qui en a, ce terme-là va être grand et donc, ce terme-là s'occupe de mon deuxième objectif. Ça va pour ça? Oui. Donc, c'est une fonction tout à fait naturelle. Et là, le réseau peut apprendre. Il y a une fonction d'erreur. Donc, à la fin, on peut utiliser pour chacune des données d'entrée cette fonction-là qu'on va chercher à minimiser en faisant une descente de gradient. Donc, les poids et les biais permettent de calculer θ et phi. Et donc, on peut les optimiser pour faire diminuer le plus possible cette fonction-là. Et donc, en faisant diminuer cette fonction-là, on va rapprocher ces deux distributions-là et à la fin, idéalement, si tout se passe bien, on va obtenir donc un auto-encodeur qui fonctionne parce qu'on va avoir deux distributions qui sont très, très proches l'une de l'autre. Donc, la partie, à la fin, on va avoir une donnée d'entrée ici qui va être associée à un très bon code, donc qui va être bien encodé, et la partie de décodage va piger dans le même coin puisque c'est à peu près la même distribution et va bien générer une image qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait au départ. Et on va pouvoir en plus générer des nouvelles images en laissant de côté la partie encodage et simplement en échantillonnant à partir de la distribution Qθ qu'on connaît bien. Donc, à partir de cette fonction de coût-là, on peut faire apprendre notre modèle. Mais quelle est-elle, cette fonction de coût-là? On va la regarder plus précisément.
plus... donc, en utilisant les définitions de H, donc de l'entropie croisée et de la KL divergence, on a quoi? On a que donc la fonction, l'erreur associée à une donnée d'entrée phi par rapport à nos paramètres θ, l'erreur associée à une donnée d'entrée i par rapport à nos paramètres θ et phi, on peut la calculer. Donc, le terme d'entropie croisée, c'est moins l'espérance pour les Z qui suivent Qθ du log, donc on se rappelle de ça, du log de P phi, donc de X sachant Z. Hein? XI sachant Z. Donc, ça, c'est l'entropie croisée. Et la KL divergence, bon, on peut la laisser telle qu'elle, puisque ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut illustrer ici. Donc, juste en... Je vais peut-être effacer ce que je viens de dire. En utilisant... Et la KL divergence, ben, on la laisse telle qu'elle. On va voir ceux qui ont révisé leurs notes. Donc, qu'est-ce que c'est que cette expression-là que je suis en train de décrire ici? Cette expression-là, on l'a vu la semaine dernière. On a vu que dans notre approche complètement théorique, qui finalement ressemble quand même beaucoup à notre côté, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ben, on en arrivait à dire que minimiser la KL divergence entre les deux distributions théoriques qui nous intéressaient, ça revenait à maximiser cette quantité-là Elbow. Hein? On a introduit les distributions approximatives pour se débarrasser donc, des distributions théoriques dont on postulait l'existence, mais dont on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas approcher. On les a approximées par des distributions théoriques et on s'est rendu compte que notre objectif dans cette perspective-là, c'était de maximiser une quantité qu'on avait appelée ELBO, le Evidence Lower Bound. Mais le ELBO, c'est précisément ce terme-là, moins ce terme-là, en fait. Donc, on remarque donc tout ça ici, là, c'est moins Elbow. Donc, maximiser Elbow, donc minimiser le coût, ça va revenir à maximiser Elbow. Celui qu'on a vu la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on avait postulé l'existence de distributions théoriques et en travaillant ça, on s'était rendu compte que on voulait minimiser les donc, étant donné que les distributions théoriques, on ne les connaissait pas, il fallait les approximer par des familles de distributions paramétriques, donc les Qθ et les Pφ. Donc, on s'est dit, on voudrait que Qθ soit proche de la vraie distribution théorique. Donc, on veut minimiser la KL divergence. À un moment donné, on est arrivé à la même chose avec Pφ. Et on s'est rendu compte que la manière de procéder pour optimiser, donc pour minimiser ces erreurs-là, c'était donc de maximiser ce terme-là qu'on appelait ELBO. Donc, vous irez revisiter le cours de la semaine dernière. C'était la conclusion finale de ce qu'on a vu, d'un point de vue purement théorique. Or, là, de notre approche complètement beaucoup plus pratique, on a vraiment un réseau ici. Pour des considérations plus concrètes, on veut rapprocher ces deux distributions-là. Et on se rend compte que si on se donne comme objectif donc que ces distributions-là soient proches et qu'on prévienne le clustering, la fonction de coût la plus naturelle, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est
Donc, minimiser cette fonction de coût-là, ça revient à faire ce qu'on avait conclu qu'on devait faire la semaine dernière, maximiser elbow. Donc, ça connecte un peu les sections, donc le cours d'aujourd'hui et ce qu'on a vu d'un point de vue plus théorique la semaine dernière. Et ça complète donc notre étude des auto-encodeurs variationnels. Il y aurait tout un tas d'autres choses à dire, mais sachez que ça peut être utilisé. Donc, quand ça fonctionne bien, quand c'était bien entraîné, ça a une puissance générative. Parce que si vous avez bien entraîné ça, ça veut dire que vous avez un décodeur qui est capable donc de bien générer des images de peu importe ce que vous cherchez à faire. Et donc, vous pouvez aller échantillonner là-dessus et créer des nouvelles images. Donc, créer des nouvelles images de chiffres manuscrits, par exemple. Et donc, c'est un exercice intéressant à essayer de faire, donc de vraiment implémenter un auto-encodeur qui va être capable de générer des nouvelles images de chiffres manuscrits, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, on va s'arrêter là-dessus.